Pierre-Luc, Yannick! on s'apprête à aller vers un nouvel épisode, mais avant, juste pour ceux qui sont sur YouTube, parce que ça ne se traduit pas à l'audio, tu as quelque chose à me montrer? Oh, crime, je ne peux pas le montrer avant le 12 mai, Yannick. Par contre, je vais pouvoir le montrer ce samedi, parce que l'épisode va sortir après le 12 mai, avec Jay du Temple. On est à Longueuil. À 5 heures, il reste 4 billets. Gagne 4 billets, ça veut dire qu'il faut que tu fasses vite pour prendre des billets, parce que demain, il pourrait y avoir les 4 Horsemen qui pourraient venir, il pourrait y avoir les 4 Ninja Turtles. Ric Flair, Tully Oui. Blanchard. Oui. Tully Blanchard. C'est Anderson. Oui. Monsieur Anderson, puis c'est qui le quatrième Force? Ben, ils ont beaucoup changé, fait que ça dépend de le roster a changé souvent, c'est vrai. Mais hey, sinon, ça pourrait être les 4 filles de Sex and the City aussi. Oui. Les 4 histoires, il ne manque pas, gang. Fait qu'il reste 4 billets pour demain, puis ça va être vraiment le fun. Je pense que Jay du Temple, c'est un de mes invités préférés en général, puis un de mes épisodes préférés de Trois-Bières, c'est celui devant le public à Comédia en 2018-2019. Puis répliquer ça encore une fois, ça va être le fun. Je suis excité, je vais pouvoir vous montrer mon livre en vrai là, à ce moment-là. Puis je suis très excité. D'ailleurs, en fait, Yannick, je me trompe, je peux vous montrer mon livre parce qu'en ce moment, pour ceux qui sont intéressés, la prévente est commencée sur le site de KO Édition. Fait que tu peux aller sur KO Édition. Soulève-les un petit peu plus pour qu'on le voit mieux, Pierre-Luc. Parce que j'ai comme un de filtre en ce moment qui sur moi. Oui. Mais allez sur le site de KO. Puis aussi, les 50 personnes qui le précommandent vont avoir un mot de ma part que j'ai tantôt j'ai passé l'après-midi à faire mes dédicaces d'ailleurs. Fait que vous pourrez avoir un mot de moi en attendant. Puis on va se voir en vrai. Amenez votre copie, puis j'en faire une vraie dédicace. Super pour vous. Pour les gens en audio, c'est quoi le titre de ce livre-là? On peut lire dessus qu'il y a écrit Pierre-Luc Racine. On peut lire à l'arrière avec les illustrations de Nick Belzile. Oui. Et ce livre s'appelle « Comment lâcher sa job de bouette » et, entre parenthèses, « Essayer de vivre de ses rêves ». Fait que ça parle de comment changer de carrière, comme les questions qu'il faut se poser. En bas, c'est écrit tout ce que j'aurais voulu, tout ce que j'aurais aimé savoir avant de faire le grand saut. Fait que c'est vraiment là-dedans tout mon knowledge que j'ai appris sur le tas, en plus d'expertise de plein de monde et des illustrations incroyables de mon illustrateur préféré sur la Terre, qui est aussi mon meilleur ami, que je vais voir samedi. Puis j'ai hâte de le voir pour lui donner une copie de mon livre, Crime. Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu physiquement pareil. Fait un bon foot. Ouais. Mais avant qu'on se voie, justement, demain, on a hâte de vous voir aussi. Voici un épisode avec Patrick Côté, qui est un ancien combattant d'arts martiaux mixtes, qui est aussi commentateur, acteur, auteur et conférencier. Un homme à plusieurs chapeaux, mais une seule tête. C'était vraiment le fun de parler avec quelqu'un qu'on connaissait pas, mais qui faisait partie du milieu du sport de combat. Fait que vous avez un bel épisode devant vous, mais avant ça, on veut remercier les gens qui nous encouragent sur le Patreon à chaque semaine. Alors, merci aux gens qui nous aident à produire Trois-Bières, dont Joctopus Prime, Lydia, Matt Faneuf, Valérie Bourdeau, Anxious and Fabulous, Alexandre McGrath, Eileen McCall, Émile Brabant, Ghislain Duguay, Gilbert Rousseau, Russe, Jean Côté, JD, Joanie Duval, ainsi que Martin Brisebois, Maxime Cahouette, Philippe Marcotte, ainsi que Tom Howell et une nouvelle personne sur le Patreon, Mélodie Bibeau. Alors, merci de te joindre à nous, Mélodie. Tu es la bienvenue. On espère que tu aimes tous les extras qu'il y a sur le Patreon, comme Alerte, le show où on décortique The Circle, la télé-réalité préférée du moment de Pierre-Luc. La semaine prochaine, il devrait y avoir aussi un nouvel épisode du Clandestin où on parle de notre vie. Puis il y a plein d'autres affaires exclusives que vous pouvez découvrir. Alors, allez voir ça au patreon.com/3bières. Exactement. Puis une fois plus, merci tellement. Une fois plus, c'est écrit dans les remerciements à la fin de mon livre. Merci beaucoup pour les abonnés Patreon. C'est grâce à vous que j'ai pu prendre le temps de commencer à faire des brouillons de ce livre-là, alors que je n'étais pas payé par personne. Puis c'est grâce à vos 2 piastres que ça fait une montagne d'argent qui m'a permis, pareil, de payer mon loyer puis de pouvoir manger du beurre de pinot, mais de qualité grâce à vous. Fait que merci tellement. Vos 2 piastres vont vraiment loin. Puis vos 4$ sont encore plus appréciés. Ils nous amènent doublement plus loin. Fait que merci tellement. Puis j'ai tellement hâte de vous voir samedi. Je suis juste de bonne humeur ces temps-ci. Fait que crème d'or de vous voir samedi, ça va être fun. Oui, on a hâte de vous voir, mais en attendant, passons à l'épisode.
Bienvenue à Trois-Bières, l'émission. On parle des sujets que vous nous envoyez, le temps d'un breuvage. Dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Quand vous entendez ceci, on en pige un. Et quand on termine d'en parler, vous entendez ceci. Ça se passe plusieurs fois le temps d'un breuvage. Ici sur Trois-Bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et Pat! Yeah! Hey! Patrick Côté, on t'a laissé dire ton propre nom parce que j'avais l'impression qu'on pouvait pas dire le nom de quelqu'un qui a déjà été présenté par Brian Buffer dans un octogone. Ouais. Je pense que ça fait qu'une fois que ton nom a été dit par un annonceur de même, on dirait que tu dois avoir des attentes des gens qui t'annoncent. Il faut que ce soit plus big. Là. Écoute, je dis toujours la même affaire. Je m'ennuie pas du sport comme tel, là, mais je vais toujours m'ennuyer de Bruce Buffer qui gueule mon nom au Centre Bell devant 20 000 personnes, puis que le monde se lève debout, puis ça chante des chansons avec mon nom de famille, des choses comme ça. Ça, je vais tout le temps m'ennuyer de ça, c'est sûr. C'est d'ailleurs ce gentleman qui a trademarké la phrase Let's get ready to rumble. Non, c'est son frère. C'est son frère, C'est son raison. frère, Michael. Lui, Michael c'est Buffer. It's time. It's time. Ça, c'est sa Ouais. phrase à lui. Puis, Grosse genre, famille de trademark. paraît que là, les hein. horlogers Il sont faut de pas l'argent contents. avec ça, inquiète pas. Ouais. Les horlogers sont comme Chris, le temps ça nous autres. Va que Buffer nous le prend. Shit. Ouais. Michael Buffer qui était payé par la WCW, je pense, comme genre 100 000$ par présence dans le temps. Hey, Genre, Ouais, mais c'est encore ça. les frères Buffer font leur gros argent. Là. Ah ouais, écoute, ils ont la voix pour eux. Fait que, tant mieux pour eux autres. Écoute, s'ils pouvaient être remplacés, ça serait fait, mais clairement, ils peuvent. Ouais, il y a une affaire que les robots ne le jamais, c'est la présence des buffers dans les annonces. Mais surtout des Bruce, combattants. Bruce est intense. Là. Quand il présente les gars à l'UFC, là, à l'UFC, c'était à l'UFC 200 ou à l'UFC. Non, l'UFC 100, il s'est pété le genou en faisant en présentant les deux combattants en finale. C'était Brock Lesnar. Il a fait un 360. Il a sauté dans les airs pour faire un show, puis il s'est pété les CL dans le genou. Fait que c'est un gars qui est assez intense. Mais Michael, ça vient vieux, là, j'imagine. Déjà Ouais. dans le temps, il était vieux, là. Fait que- Ouais, mais je sais pas si il y a eu un combat de boxe complètement ridicule là, qui s'est passé à la fin de semaine passée. Puis il était l'annonceur. Pour moi, il a passé un petit après-midi sur la table d'opération. Un petit peu le visage refait, le Bruce, le Michael. Il y a la voix de Let's get ready to rumble. Non, c'est là encore, c'est pas pire. J'imagine que, tu sais, du monde que ça fait longtemps qu'ils roulent leur bas dans cette carrière-là, quand une caméra devient comme maintenant 4K, il est comme, ah non, faut encore que ma face, faut que là, faut que j'arrange ça. Ouais, là. ça ment pas. Là. Mais tu sais, tu vas savoir assez rapidement, moi et Yannick, on est plus des fans de lutte dans la vie. Puis, dans le temps, quand ça virait au HD, je sais pas si tu te souviens, il y avait l'auto-bronzant de lutteur. On voyait maintenant sur le ring leur auto-bronzage. Fait qu'on pouvait, avec là, il n'y a plus le droit de se bronzer. Fait que pendant comme 2 semaines, ils étaient tous super blême parce que lui, c'était teindre orange dans les vestiaires. Mais ça, c'est une affaire que je trouve curieux parce que, tu sais, premièrement, c'est intéressant parce que c'est la première personne qu'on soit qui fait du sport de combat. Mais une affaire que je suis curieux, même en suivant pas nécessairement de proche le MMA, une affaire que je peux voir, c'est que ça devient tout de même plus show business comme la lutte. Puis toi, vu que tu as été dans ce monde-là, tu trouves-tu que c'est cool ou que c'est comme ça dénature un peu la compétition? Juste établir pour les gens qui connaissent pas vraiment ça. À la lutte, ce que j'aime de ça, c'est que c'est spectaculaire, c'est grandiose, c'est des feux d'artifice, c'est tout ça. Puis, il y a du trash talk, il y a des samedi prochain à SummerSlam, telle affaire. Puis là, avant le MMA, pendant très longtemps, c'était plus sobre. C'était genre, on va voir qui est le plus meilleur combattant entre différents arts martiaux. Puis là, tout récemment, mais depuis un petit bout, là, c'est devenu vraiment lutte au niveau de la promotion, au niveau d'inviter des vedettes, d'inviter plein Mais de c'était même choses. déjà au UFC. Le UFC, ils ont toujours eu ça aussi. Ben, je veux me trompe. dire, ils ont eu des bons trash talkers dans l'histoire. Tu sais, ça a commencé avec Tito Ortiz. Tito Ortiz a été un des premiers bons trash talkers. Après ça, il y en a qui s'est essayé. Mais tu sais, quand t'es pas bon là-dedans, ça paraît. Là. Tu sais, tu peux pas faker d'être un bon trash talker. Tu peux t'essayer, mais faut que ça devienne un peu naturel. Toi, Tu sais, t'es-tu bon? Moi, j'étais bon si tu commençais. OK. J'étais bon pour répondre. Je me laissais pas intimider, mais c'est rare. C'était pas mon style de toute façon. Mais là, c'est sûr qu'avec l'avenue d'un gars comme Conor McGregor, mais c'est toujours un couteau à double tranchant, ça, parce que oui, tu peux être un bon trash talker, mais il faut que tu livres la marchandise pareil. Tu sais, à la lutte, les gars, c'est des super athlètes. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, mais il reste que c'est un scénario qui est écrit. Ouais. Dans un combat, tu ne sais pas ce qui va arriver, mais tu te mets beaucoup plus de pression sur les épaules si tu commences à faire beaucoup de trash talk, puis à dire des choses à gauche, à droite, puis à narguer tout le monde, narguer même la foule. Quand il était allé au Brésil, là, il a nargué la foule, il se battait contre un Brésilien, mais il faut que tu livres la marchandise. C'est ça la grosse force
des bons trash talkers qui sont capables de backer les mots qu'il dit. Puis Conor McGregor, c'est pour ça qu'il est devenu aussi populaire, puis il a fait tellement d'argent. Mais tu as raison, aujourd'hui, le sport, c'est beaucoup plus rendu un spectacle sport qu'un sport spectacle. En voulant dire que le monde a compris que pour faire de l'argent, il faut qu'ils se fassent vendre, il faut qu'ils se vendent eux-mêmes, il faut qu'ils mettent du monde dans les estrades. Là, on n'a pas, mais ça va recommencer bientôt, ça recommence en fin de semaine justement. Et il faut qu'ils vendent des pay-per-view aussi, parce que les grandes vedettes, ils ont des pourcentages de vente sur les pay-per-view. Donc, c'est toute une question de business. Puis l'UFC, c'est pas le sport. Le sport, c'est les arts martiaux mixtes. Oui. L'UFC, c'est une business événementielle. C'est le brand, il est trademarké. Donc, C'est Dana eux White autres veulent derrière mettre ça. le meilleur spectacle possible dans l'octogone pour que le monde puisse le regarder. Fait que si t'es plate, ils feront pas de promotion autour de toi, puis d'après moi, ils vont te tasser dans un coin. T'sais. Parce que j'ai l'impression aussi que, souvent je l'ai dit, c'est drôle parce que j'écris pour RDS, jeux vidéo. Fait qu'à chaque fois que je suis avec RDS, je suis comme, hey, tu sais, le football, la XFL, genre, c'est vraiment gênant comme mes affaires. Puis, j'allais justement dire que j'aime beaucoup, par contre, les documentaires de sport. Je trouve ça super intéressant, puis c'est vraiment pertinent. Puis, c'est une affaire, des fois, avec le sport, il faut que tu comprennes plus ce qui se passe pour comprendre les rivalités derrière deux équipes, comprendre les rivalités derrière deux boxeurs, derrière deux fighters. Fait que lorsque la UFC, particulièrement, expose ça au grand public, puis après, il peut faire des montages après vidéo, ben là, c'est super simple, puis là, on comprend tout, puis là, l'enjeu est plus clair, puis ça devient une trame narrative qui peut accrocher des gens, qui juste voir du monde se taper sa gueule, ils s'intéressent pas. Ouais, l'UFC, c'est une compagnie incroyable de promotion. Ils vont faire une histoire grandiose avec pas grand-chose. Ils sont capables de construire des histoires pour intéresser le monde. Ils sont capables d'aller jeter des petits feux un petit peu à gauche, à droite aussi pour faire vraiment partir le brasier, vraiment pour partir une histoire incroyable. Ils sont vraiment, vraiment bons pour construire un combat de A à Z. J'ai l'impression, puis là, une fois plus, moi je parle en tant que du point de vue qui regarde beaucoup de lutte, puis que des fois je vois des fighters venir dans la lutte, puis inversement. Mais j'ai l'impression aussi qu'au niveau des fans de UFC, ils sont... Tu sais, mettons, en tant que fan de lutte ou fan de je sais pas quel sport, on regarde le hockey, t'es comme ah, il aurait dû faire ça. Mais j'ai l'impression, des fois j'ai le feeling que les fans de UFC sont comme ah, j'aurais pu faire ça. Ben, c'est encore pire. tellement. Tu sais, des gérants d'estrade, il y en a partout. Puis je te dirais que dans les sports de combat, c'est encore pire. Parce que, tu sais, tout le monde s'est déjà battu avec son cousin ou ses amis ou dans le cours d'école. Puis tu regardes ça à la télé, puis tu te dis, OK, j'aurais dû faire. Moi, j'aurais fait ça. Pourquoi il fait ça? Il a l'air fatigué. Il s'est pas entraîné. Il est pourri. Écoute, ça se passe assez rapidement. Là, je veux dire, quand la porte de l'octogone se ferme, tu te sens tout seul, puis pas à peu près, moi, te le dire. Fait que si t'es pas prêt, ça va mal virer. Et t'en parles, puis je trouve ça stressant. Puis je vais parler un peu contre le sport qui m'a fait vivre pendant 15 ans, mais les amateurs de sport de combat, si tu compares avec tous les autres sports, n'ont pas autant évolué avec les sports que les sports de combat. Ils sont restés raw. Ils sont restés des hommes de caverne, on dirait. Tu sais, peut-être pas à l'UFC, mais même à l'UFC, t'en entends des fois, t'entends encore du monde des estrades arracher la tête, morser les couilles. Tu sais, ça n'a pas évolué tant que ça. Mordi les Avec- couilles? Ouais, encore t'en niveau- entends bien des affaires. Niveau gladiateur, là, vraiment, Ouais, de base. exact. Là. Fait Que qu'il y a ça quasiment aussi. ils font tu sais. le Ouais. pouce en bas, là. Mais moi, j'ai beaucoup de questions parce que je connais pas. Attends, Gabriel, attends un instant. Avant, il faut que j'en un concours. Oh. Concours gagne. Ici, j'ai ton livre qui s'appelle Dans l'octogone. Yes. C'est dessous des arts martiaux mixtes. Et on va le faire tirer. Fait que si tu es un auditeur qui écoute ça ici, viens sur notre page Facebook, YouTube ou Instagram. Viens commenter juste ce que tu veux en dessous. Puis nous, dans une semaine, on va venir voir piger quelqu'un au hasard. Et on Viens va t'en envoyer. commenter l'insulte que tu dirais si tu trash talkais au MMA. Oui, ça j'aime. Et que Patrick s'en vient derrière toi puis il vient de backer. Fait que c'est pas super méchant envers l'autre. Fait que viens commenter ton insulte préféré sur Facebook, Instagram ou YouTube. Dans une semaine, on fait tirer ce beau livre. Puis il a vraiment l'air cool. Je vais le lire avant de vous l'envoyer. Gabriel, vas-y. Mais moi, c'est ça. Comment t'as commencé? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? C'est drôle parce que moi, quand je voulais être jeune, je voulais être un golfeur professionnel. J'ai joué au golf quand même assez haut niveau. Puis à un moment donné, je suis rentré dans l'armée à l'âge de 18 ans. Puis j'ai commencé à boxer pendant que j'étais dans l'armée, quand j'étais à Québec. Puis j'ai comme attrapé ça assez rapidement. J'ai appris très rapidement la boxe. Puis j'étais un peu tombé en amour avec ce sport-là. Puis on s'entend que c'était en 99-2000. Donc le sport des arts martiaux mixtes, c'était pas comme aujourd'hui. C'était assez underground. Fait que c'était assez rare de trouver des gyms qui faisaient des entraînements justement d'arts martiaux mixtes. Dans ce salon, on appelait ça du combat extrême. Il n'y avait même pas le terme arts martiaux mixtes encore.
Puis, C'est-tu l'époque parce que ça se passait beaucoup sur les réserves, je me trompe pas? Non, je te dirais l'UFC existe depuis 1993. OK. Mais il y a eu un gros boom où ça a décollé vraiment, là, c'était en 2005. Ils ont fait une espèce de télé-réalité, pas une espèce, ils ont fait une télé-réalité qui s'appelle l'Ultime Combattant, The Ultimate Fighter, qui sont rendus à la 29e saison, qui va commencer à la fin au début de juin, que j'ai participé à 2 reprises moi, dans la 4e saison. Mais après la première saison, c'est là que le sport des arts martiaux mixtes et l'UFC a parti en flèche. Et depuis les 10 dernières années, c'est le sport qui a connu le plus de popularité dans tous les sports confondus. Mais pour finir, répondre à la question. Oui, excuse-moi, parce que j'avais le souvenir de Jean-René Dufort qui était allé voir un spectacle, des combats, puis ça avait duré genre 12 secondes, puis c'était la grosse histoire, que tout le monde parlait d'un média, je peux pas croire, il y avait du monde pour, il y avait du monde contre encore à l'époque. Puis écoute, je comprends ça parce que même encore aujourd'hui, même si le sport s'est amélioré, les athlètes, c'est des athlètes incroyables aujourd'hui, faut que tu sois le plus complet possible pour avoir du succès dans ce sport-là de niveau élite. Ça a été mal vendu au départ. Tu comprends, au début, il n'y avait pas de catégorie de poids. Tu avais 3 règlements. Pas le droit de crever les yeux, pas le droit de graffiner, pas le droit de mettre tes doigts dans aucun orifice du corps. C'était ça, les 3 règlements. Mais il en manque, on dirait, hein? C'était assez rare, puis c'était de la boucherie. Pour vrai, c'était n'importe quoi. Il fallait que ça parte à quelque part. Il n'y avait pas de gants non plus. Les gants sont arrivés à l'UFC 11 seulement pour justement pour éviter les coupeurs, parce que ça finissait tout le temps en bain de sang. Puis pour que ça soit un peu plus réglementé, pour que ça passe mieux pour qu'on puisse vendre ce produit-là à la télé nationale, télé normale, conventionnelle. Fait que c'est sûr que ce sport-là, si tu t'arrêtes à avoir 2 gars d'une cage qui se tapent sa gueule, ça se peut que tu n'aimes pas ça. Puis tu as le droit de ne pas aimer ça, puis c'est normal. Mais maintenant, si tu vas un petit peu plus loin, et là, c'est pas parce que je veux le plugger, mais dans ce livre-là, on l'explique très bien. Oui. Si tu vas plus loin à comprendre c'est quoi le sport, pourquoi les combattants font ça, puis les subtilités de ce sport-là aussi, pas juste des coups de poing sur la gueule, mais c'est quoi les subtilités de la lutte là-dedans, c'est quoi les subtilités des jeux au sol, aller chercher une prise de soumission. Moi, je compare ça à un jeu d'échecs. Tu places tes pions, tu penses 2-3 mouvements d'avance pour mettre ton adversaire dans une position qui n'a pas le choix de tomber dans ton piège que tu as lancé. Oui, il y a eu un sport qui s'appelait le chess boxing pendant un bout de temps. Oui, exact. Ouais. Ça, c'est n'importe quoi. Mais c'est vraiment cool. Ouais, parce que le chess boxing, c'est simple, c'est qu'ils font genre un nombre limité de coups d'échecs. Ouais. Après, ils tassent l'échiquier, puis ils font une ronde de boxe. Puis après, ils remettent l'échiquier. Puis si tu perds aux échecs ou à la boxe. Ouais. Puis ce qui est fun de ça, c'est que t'as de la misère à faire ton carro-can comme faut, ta main de force qui a de l'allure aux échecs. Si t'as reçu trop coupé en face, mettons. Ça se peut que tu passes pas. Ben, je vous dis, c'est pas aux Olympiques. Non, c'est pas aux Olympiques. Mais on y travaille. Mais je suis down. Moi, ce genre d'affaires farfelues-là, ça m'interpelle beaucoup. Ouais, exact. C'est sûr. Mais est-ce que vous connaissez tous les combattants? Parce que, tu sais, il y a des milieux où, mettons, les humoristes, on travaille tous en solo, mais on se connaît quand même tous. Est-ce que vous autres, c'est la même chose? Ben oui, parce qu'on se côtoie souvent. Là, maintenant, depuis 2010, c'est moins ça. Mais avant ça, entre 2005 et 2010, les combattants voyageaient beaucoup. On voyageait beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de MMA Expo. Il y avait des expos un peu partout dans le monde. Les commanditaires donnaient beaucoup, beaucoup d'argent pour représenter leur compagnie. Fait qu'on voyageait beaucoup, on se côtoyait beaucoup. On s'entend, il y a 700 combattants dans l'UFC. On ne peut pas tous se connaître. Ouais. Mais ce que le monde ne comprenne pas aussi, c'est que ce sport-là, c'est un des seuls sports qui commence par une poignée de main et qui se termine avec une poignée de main, même si tu te tapes sa gueule pendant 25 minutes. Il y a un respect qui Parce qu'à la boxe, ils peuvent pas avec leurs gros gants. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, il y a un respect qui se construit dans un combat. Tu sais, ça a l'air macho à dire ça, là, mais entre 2 hommes qui se tapent dessus, il y a un respect qui va se bâtir dans ce combat-là parce que, tu sais, si ça fait 15 minutes qu'on se tape dessus et il n'y en a pas un qui a tombé, on va se regarder puis on va avoir du fun. Je sais que c'est dur à comprendre, là, mais c'est ça la réalité parce que, je veux dire, quand t'as pas d'adversaire, moi, je peux pas travailler. Puis les deux, ils s'entraînent très, très fort pour se rendre à ce niveau-là. Puis, je veux dire, même si les deux finissent en sang, on s'est tapé le plus fort qu'on peut. À la fin, on se prend dans nos bras, puis on se félicite, puis on est content d'avoir donné un bon spectacle. Mais est-ce que ça t'arrive des fois, maintenant, tu vois que tu dois affronter telle personne, puis t'es comme « Ah, man, je l'aime, j'ai pas le goût. » Ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois que je me suis battu contre pas un ami, mais une très, très bonne connaissance.
faut que tu mettes ça de côté, tu sais, 15 minutes de business, c'est de la business, puis après ça, ben c'est parce que si toi tu le fais pas, lui il va le faire. C'est la business, t'as pété à gueule. Excuse-moi, c'est la business. Non, mais je veux dire, c'était ça ma business. Oui, je sais, mais c'est fou quand c'est formulé. Mais tu sais, c'est parce que si tu le fais pas, lui il va le faire. Fait que t'es aussi bien d'embarquer dans le ring. C'est-tu parce que tu viens dans une position comme, OK, c'est une reconnaissance, comme j'aime cette personne-là, puis là, je sais pas combien de temps tu as le temps de te préparer pour un combat, mais là, il faut que tu regardes cette personne-là pour, mettons, disséquer ses faiblesses, puis voir c'est où que toi tu rentres tes shots, puis c'est je voulais pas regarder cette personne-là de façon stratégique ou négative, quelque chose de même. Ben écoute, c'est rare, en tout cas, je veux pas parler pour les autres, mais je peux parler quand même pour une grande partie des autres combattants. C'est rare que tu vas te battre puis tu vas haïr ton adversaire. T'sais, à moins qu'il y ait eu du go trash talk, il a attaqué ta famille ou whatever, t'sais. Mais tu peux pas te battre avec l'anger. Tu peux pas faire ça. Avant, je te dirais, quand il y avait un doorman contre un goon de hockey, ça se peut qu'il s'aimait pas puis ça swingait jusqu'à temps qu'il y en a un qui tombe. Là. Mais le sport, ce qui est rendu aujourd'hui, c'est des athlètes professionnels. C'est plus des combattants qui font des combats extrêmes. C'est des athlètes qui font des arts martiaux mixtes. C'est complètement différent. Donc, les combattants arrivent là avec une stratégie, un plan de match. Et si tu te bats juste pour faire mal à ton adversaire, juste pour lui faire mal, c'est sûr que bien des chances que tu perdes le combat beaucoup plus souvent parce que tu vas sortir complètement de ta ligne directrice que tu as faite pour ce combat-là. Mais, mettons, c'est quoi ta drive? Tu sais, tu dis que, mettons, tu n'haïs pas ton adversaire, mais qu'est-ce qui te motive? On dirait que j'arrive pas à... Moi, j'ai l'impression que si j'haïs quelqu'un, ça va être bien plus facile de vouloir aller le détruire que je dis sans jamais avoir frappé personne de ma vie. Là, écoute, tu peux pas aimer tout le monde, on s'entend. Il y en a que j'aimais pas aussi. Mais je pense que c'est la part des choses à un moment donné. Tu sais, quand c'est ça ta vie, quand c'est ça ton travail, tu sais, moi, je me suis battu dans la rue, là, je me suis jamais battu dans un bar non plus. Tu sais, moi, mon métier, c'était ça. Mais je m'entraînais pour être un athlète et non pas un combattant de rue. Puis aujourd'hui, c'est la vision de tous ces combattants-là aussi qui atteignent l'élite, même ceux qui sont dans les organisations régionales, eux autres veulent passer à un autre niveau. C'est des athlètes qui sont ultra sérieux dès le départ maintenant parce qu'ils savent qu'il y a un avenir difficile à aller chercher, mais quand même, il peut avoir un avenir dans ce sport-là. Comment tu veux dire? Parce que j'imagine que chaque personne aussi a individuellement ses propres intentions, ses propres valeurs. Moi, j'ai assisté récemment à un tournoi où il y avait plusieurs combattants qui étaient dedans pour différentes raisons. Tu sais, mettons, certains étaient là pour défendre Outworld, les gens étaient là pour défendre Earthrealm, Liu Kang est là pour d'autres raisons aussi. Ouais, Scorpion aussi. C'est ça, ouais. C'était vraiment d'autres motifs différents. Ouais. Goro, peut-être. As-tu vu la nouvelle mouture du combat mortel, Pierre-Luc? T'as supposé faire la chronique pour... 23 avril, ça sort. Puis c'est bizarre parce que le 23 avril, c'est censé sortir au Québec. Puis là, il annonce juste à Brossard, mais il est déjà sold out. Puis je suis allé voir tantôt... Le monde de Brossard adore Mortal Kombat. C'est documenté. Puis là, le 24, ils ont ouvert une autre date, le 24. Puis là, il est déjà sold out. Puis je me crie, je vais aller voir ce film-là. C'est pour ma job, je vais aller voir du monde. RDS peut pas te flotter un billet gratis. Ouais, après, je m'arrange avec eux. En tout cas. J'ai un sujet de Gilbert Noreau qui nous demande: quel est votre 4e film préféré de tous les temps? On fait trop souvent des top 3. Le numéro 4 est sous-estimé. Alors, ça peut pas être le 4e, mais mettons, un film que vous avez, mais il n'est pas dans le top, par exemple, mais de tous les temps. T'es content de revoir. T'es content de revoir. Ouais, genre tu zappes que ça pogne à TV. Moi, je vais te dire Basketball. Oui. Basketball, c'est pas un top, mais à toutes les fois qu'il passe, tu vas l'écouter. Joe Parker, Masson sont super drôles dedans. Puis je trouve que c'est un des seuls comédies dans lesquelles il réussit à boulier quelqu'un du début à la fin, puis c'est drôle. Ah, c'est écœurant. Ouais. Gros film de cégep, Basketball pour moi. Je me rappelle qu'on l'avait loué, on l'a dupliqué illégalement. Et par la suite, on l'a écouté énormément. Et c'était de toute beauté, c'était merveilleux. Les burns que les gens se font. Ouais. Tu sais, ils ont... Psych Out, oui. Puis c'était quasiment prophétique. Tu sais, au début, quand ils parlent comme les stades ont plus d'honneur maintenant, c'est tous des stades de marque, mais ça, c'était comme arrivé 2 fois là, à l'époque. À cette heure, c'est tout de même. Ouais. Tu vas au centre bureau en gros, là. Ben c'est ça, tu vas au centre bureau en gros. Est-ce que toi, quand tu avais un combat dans un stade ou un aréna qui était comme... Le stade Mondou, là. T'es comme, OK, ça a l'air qu'on va se battre. Le stade Mondou, je suis comme, c'est une marque de bonbons, mon stade. C'est moins glorieux qu'avec... C'est cool que Madison Square Garden s'appelle encore le Madison Square Garden. Là, c'est un jardin. Puis celui-là, à Winnipeg, ça s'appelait le MTS Center. En anglais, c'est pas de même, mais en français, quand tu regardes ça, c'est le MTS Center. Ça sonne pas bien. C'est moins nice.
Gabriel, as-tu un quatrième film? Ben, j'ai allé un peu dans la même lignée que ce film avec Robin Hood, Men in Tights, qui était un peu la parodie de Robin des Bois. Puis justement, là, tu sais, des grosses jokes grasses et traduit en français en plus, c'est sublime. Donc, je vais y aller avec ce film-là. Puis tu sais, Scary Movie aussi, là, le premier, pas le huitième, là. Mais tu sais, le premier, quand c'est sorti, c'était le fun, là. Puis dès que ça jouait, ben, tu l'écoutais, puis toutes les jokes de Waza, que ça a très mal vieilli. Mais en 2004, là, 2004 à peu me rappelle près. que dans le Probablement, premier- c'est avant des. Non, parce que le premier, il y avait comme une grosse joke de matrice dans le trailer. Fait que ça veut dire que c'était peut-être 2000-2001. Là. Ça Ben, fait un c'est bon ça. bout. Là. Ben, c'est ça, mais tu sais, il y a 20 Ouais, ans, ouais. c'était comme « Oh shit! » Fait que voilà, moi, ça serait dans ce... Ça, puis sinon, il y a Gangs of New York aussi, qui est beaucoup trop long, qui est pas super bon, que la fin, il y a comme une explosion que personne comprend, mais qui est quand même un bon film. Tu les chapeaux, genre, c'est les longs chapeaux qu'ils portent. Toi, t'es comme, ah ouais, c'est le fun. Leur hachoir puis les chapeaux. puis- Ben, c'est-tu le boucher? Je me souviens Bill plus the c'est qui Butcher, qui je pense, fait c'est ça. le méchant là-dedans, mais il est vraiment Daniel intimidant, Day-Lewis. là. Fait que, tu sais, ça, c'est un bon film, mais tu sais, il manque peut-être de contexte historique, là. Je mettrais Evelyn comme narratrice. Oui. Juste pour qu'on comprenne le tout, puis ça, mais quand ça joue à la télé, c'est sûr que je l'écoute, par exemple. On va rester dans les comédies wacky. J'adore Airplane en français. Oui. Y a-t-il un pilote pilote dans dans l'avion? l'avion. C'est bien ça. J'adore ce film-là. Je le trouve épais, au bon niveau. Puis je trouve ça plate qu'il n'y a plus assez de films genre Naked Gun. Ces genres d'affaires-là qui sont vraiment au pied de la lettre tout le long. Je trouve ça super drôle. Je trouve que c'est bon Ah, pour je la pensais que tu famille. parlais de Hot Shot. Hot Shot, mais même genre. Ben, C'est le même ça, genre. C'est le même créateur. genre, ouais. C'est le même créateur, je pense, sont derrière ça. Puis c'est vraiment cool. Genre, j'adore ce genre de niaiserie-là. Puis ça existe plus assez d'affaires wacky, niaiseuses. Level genre niaiseuse, là. Moi, je pense qu'on a le droit en masse de Non, rire non, de je même. sais, mais je veux dire, c'est compliqué. Ben, moi, je pense que la vraie affaire, c'est qu'à cette heure, il y a vraiment trop de sitcoms. Pas il y a trop de sitcoms, mais il y a tellement de comédies à la télévision que c'est arrivé un moment donné que le monde a arrêté de payer des billets pour aller voir de la comédie au cinéma. Je pense que c'est pour ça que c'est surtout disparu, ces films-là. Mais on dirait que tous ces films-là aussi, c'est meilleur traduit en français. Tu sais, aujourd'hui, je réécouterais des films traduits en français, ça mérite l'oreille. J'aime mieux écouter la version originale. Mais, justement, y a-t-il un pilote dans l'avion? Je peux pas l'écouter en anglais, là. Je l'ai connu en français, il faut que je l'écoute en français. C'est comme Maman, j'ai raté l'avion. Ah, Je c'est peux pas comme l'écouter en Slapshot, anglais. ça. Ouais, c'est ça, oui! C'est comme Slapshot. Ben, moi, quand j'écoute, tu sais, ces dernières années, quand j'ai réécouté Back to the Future, j'ai écouté en langue originale, puis à chaque fois que Marty, il dit shit, je suis comme wow! C'est pas propre, ça. Marty francophone, il dit pas ça, là. Il dit pas ça, Il là. dit genre zut, tout noir. Ouais. Il dit que c'est pas le pied, là. Il dit pas Parce que dans le temps qu'on était pognés pour voir des films traduits en France, c'est plein d'expressions françaises qu'on n'a jamais utilisées ici, là, comme « Mais il est timbré, celui-là! » ou des choses comme ça, là, genre. Mais Slapshot, en plus, ça, c'était traduit ici, Ouais. si je me trompe Ouais, pas. c'est Fait que ça québécois à 100%. rajoutait. Mais ça, tu sais, il y en avait pas beaucoup, comme tu dis, là, qui étaient traduits ici. Fait que, tu sais, d'entendre plot, t'es comme, Ouais. bon, Enfin, là, ça me enfin! parle. Oui, je Il y a des comprends. gens qui parlent comme nous Ça autres. me rejoint, là. Ouais, les lavigueurs de ménage aussi étaient traduits ici. C'est vrai. Puis c'est drôle parce que ils ont mis les lavigueurs juste pour rire la famille parce que ça n'a pas rapport avec originalement pantoute. Non, non, pas du tout. Fait que c'est Non, vraiment... c'est une famille qui est pauvre puis qui devient riche, mais c'est la seule affaire. C'est Qui un film retourne pauvre. suédois. Puis Ouais, c'est le premier film que j'ai vu genre au cinéparc. Mon père, on était en voyage, mon père était comme... Un cinéphile, ma foi. Ben écoute, Rémi voulait voir les lavigueurs de ménage, puis c'était en 89, fait que moi c'était comme ça, moi je viens d'Abitibi, fait que là il y a un cinéparc à Val-d'Or, mais on y allait jamais. Puis on était en vacances, on se promenait à Montréal, et puis mon père dit on va aller au cinéparc, puis là on était en 89, je suis comme on va voir Batman, est-ce que ça va être cool? Oh my Oh god. non. Tu sais, là, tu sais, quand t'arrives, puis tu vois que le gros écran au loin, il y a Batman, puis là, mais la radio de la télévision, la radio dans le char, puis devant toi, t'as les lavigueurs, puis t'es comme, oh, ok, I guess. Puis là, il me semble qu'il y a des scènes à un moment donné, fait que t'es comme, Oui. ah, ok, qu'est-ce qui se passe ici? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que. Ça sauve le film un peu, là. Ouais, ça fait tourner une roue que je savais pas qu'elle existait en moi encore. Fait que là, j'étais comme, tu sais, j'avais 9 ans. Mais là, plus tard dans la semaine, finalement, on a vu Batman. Fait que là, j'étais content. Là, mais. Moi, le premier film que j'ai vu au cinéparc, c'est Le Rocher. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film-là. Oui, Ah, Nicolas Cage. c'est non, Sean Connery c'est dedans? Sean Sean Connery. Connery, Nicolas ouais. Cage, ouais, The Rock. Nicolas Ah, Cage, Nicolas ouais, Cage, The il est là Rock. aussi. Ouais, c'est carré, ce film. Mais ouais, Family mais Goodspeed. Ouais. c'est ça que j'ai vu aussi. Puis là, je me souviens encore là, qu'il enlève le truc de poison ou de bombe ou je sais Ouais, pas trop le- avec Le les gaz trucs verts. VX, Gabriel. Puis là, il y a juste une petite boule
qui va, puis qui roule, puis Sean Connery qui l'attrape à 2 doigts, puis qui a sauvé le rocher. C'était sublime Your au best. cinéma. C'est vrai que c'est bon, ce film-là. Losers always whine about their best. Mais quand tu y penses, Winners 2 secondes, go home and fuck the prom queen. à quel point que c'est une idée bizarre de... Tu sais, okay, nowadays, en plein confinement, genre, je comprendrais, là, mais aller dans ton char, c'est comme tellement pas efficace, tellement pas si confortable que ça. Mais non. Parce qu'on voulait juste faire comme les pierres à feu dans ce temps-là. Ouais. Moi, Ben, c'est... puis surtout que quand t'es un enfant, là, t'as clairement pas le siège du devant. Fait que t'es pogné en arrière, à, tu sais, juste Tu à vois être rien. penché de même tout le long. C'était vraiment pas optimal. En tout cas, bref. Moi, mon quatrième film, un film que j'aime bien, mais que je ne mettais pas comme dans mon top 3, c'est un film qui s'appelle Grosse Point Blank avec John Cusack, qui en français s'appelle Le tueur de Grosse Pointe, ce qui est absolument terrible. Mais Grosse Pointe, c'est une ville au Michigan, puis c'est un tueur à gages qui retourne à son bal de réunion, à sa réunion de graduation. Puis il va, puis il retrouve son ancienne flamme, puis le monde qu'il connaissait dans ce temps-là, et ça arrive qu'en plus, il y a une job, il y a un contrat à faire ce week-end-là dans sa ville d'enfance. Il y a de la en business. même temps. Il y a de la business à faire. Puis, c'est drôle parce que le gag constant du film, c'est « Hey, ça fait 10 ans qu'on t'a pas vu, qu'est-ce que tu fais? » Ah, ben, tu sais, je suis un tueur à gages. Puis on est comme « Mais à un moment donné, quand il y a des gens qui le connaissent le voient être tueur à gages, il est comme « Je l'ai dit à tout le monde que je faisais ça! » Tout le monde pense que c'est une joke, mais je l'ai fait. Puis, moi, j'aime toutes les histoires de gens qui retournent dans leur patelin. Moi, c'est des affaires qui me touchent vraiment. Puis ça, c'est une version un peu comédie dramatique de ça. Puis avec du gun aussi dedans. Puis des spin kicks aussi. Parce que John Cusack se bat contre Benny the Jet Urquidez à un moment donné. Fait que c'est merveilleux. Fait que ça, je dirais que c'est mon top 4. Là. Puis c'est aussi une comédie romantique bien cute. Fait que c'est 3-4 affaires en même temps. C'est complet, J'aime ce bien. film-là. C'est Ben oui, complet. hein? Qu'est-ce Comment qu'ils font? ça? Hey, ça C'est mérite la ça. K-pop du film, là. Il y a Oui. de tout dedans, là. Ça mérite son numéro 4 dans les films préférés. Quand je l'ai vu popper sur Disney Plus il y a un mois, j'étais très heureux. Je dis crème, m'a l'écouter. C'est Disney Plus. Dans Stars, là? L'onglet Star. C'est ça, ok. Parce que les enfants tomberont pas là-dessus par hasard, là. Non, les enfants veulent pas des comédies romantiques un peu violentes des années 90. Ils sont pas intéressés. Vraiment. À changer. Ouais, ils sont comme. Rendu soft. Sont où le téléphone? Tout le long, oui. Hey, moi, mes enfants, ils ont trouvé... On a les coffrets DVD de Game of Thrones. Et mon plus vieux a 6 ans, puis il a trouvé ça, puis il était bien impressionné, tu sais, par les dessins en arrière, puis tout. Puis il était comme, OK, maman, on va écouter ça ce soir. Puis j'étais comme, mais je penserais pas, là. Je pense pas que... Et il m'a fait une crise pour l'écouter, puis il était comme, ça me dérange pas, la violence. Puis je pense pas que t'es prêt pour cette violence-là. Tu comprends? Ton fils aime la fantaisie violente, peut-être. Il aime vraiment ça, voir un show où ce que un roi se fait tuer au début, puis tu vois comment que ça envoie des ondes de choc de partout le royaume. Il est vraiment dans les intrigues politiques, ton fils, je pense. C'est ça. Mais on a écouté Harry Potter, tu sais, fait que j'étais comme, ça aussi, c'est violent. Mais tu peux faire comme, puis là, ça a regarde, passé. Retiens une coupe de ces acteurs-là, tu vas les voir mourir dans Game of Thrones anyways. Tous les acteurs britanniques européens, ils font le circuit entre les deux. Fait. Mais Patrick, moi je suis curieux, justement, on parle de violence, puis de ton ancien sport qui implique la violence. Absolument. Je suis curieux de savoir, avant ton premier match ever, là, que t'es derrière le rideau, ou je sais pas où t'étais où dans ce contexte-là, puis là tu vois l'autre combattant qui arrive comme, genre amoché de son combat, est-ce que t'es comme, fuck. Y a-t-il le bouton X quelque part, puis genre je peux te choquer? Je te dirais, moi, aussitôt que j'arrivais à la place où je me battais, j'étais comme dans mon happy place. C'est toujours à un moment donné, quand t'es à l'hôtel, avant de partir, justement pour l'aréna, pour le casino, whatever, t'as 15 minutes, tu te dis, je m'en vais pas qu'il y a des fraises. Tu sais, je veux dire, s'il arrive quelque chose. Puis toujours quand tu fais la marche vers l'octogone, il y a une demi-seconde, tu te dis, qu'est-ce que je fais ça? Mais après ça, tu sais, ça part vite, là, mais il y a toujours cette face. Parce qu'on s'entend que. C'est pas normal. T'sais, deux gars d'une cage qui se tapent sa gueule devant 20 000 personnes, c'est pas quelque chose qui est normal. Mais tu parlais de la violence. L'attribution de la violence, c'est personnel à chacun. Moi, je trouve ça bien plus violent, un crash-check blindside au hockey dans la bande, que deux gars d'une cage entraînés qui savent qu'est-ce qu'ils font puis qui vont aller se taper sa gueule. Moi, je trouve ça bien moins violent qu'un coup salaud que tu vas voir dans d'autres sports qui c'est pas supposé d'être ça le but du jeu. Le but du jeu au hockey, c'est de mettre la puck dans le net. Quand tu vas voir un combat, tu t'attends qu'ils se tapent sa gueule, mais c'est deux combattants qui sont volontaires de un, puis qui sont entraînés pour faire ça. Fait que, tu sais, la violence, la vision de la violence que tu as, ça t'appartient. Moi, ça me fascine qu'il y ait des combats au hockey.
Ça me dépasse. Je comprends pas comment ça, que dans une game où est-ce qu'on a des bâtons, puis le but c'est de rentrer une rondelle dans un filet, que des gens se tapent sa gueule. Puis ça Premièrement, tu ferais de l'escrime, je veux dire, t'as des bâtons. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, mettez des lames en bas, puis arrangez-vous avec ça. Non, mais, puis tu sais, genre, c'est une grosse affaire qui parle souvent. Puis toi, ta job, c'est de te battre, de comme, regardez-moi en place, tabarnak, le voir du hockey. Genre, moi, je serais fâché du monde qui Il essaye de rentrer dans mon c'est sport. ça, ouais. Laissez-moi mon sport. Ouais. Ouais, écoute, je pense écoute, les bagarres au hockey, ça existe depuis tout le temps. Là. Il y en a beaucoup moins, mais eux autres, ils justifient ça parce qu'ils disent que ça peut changer le rythme de la game. Ben effectivement, Ça peut, c'est une commotion cérébrale, ça change exact. le rythme. Tu peux pas revenir. Mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, pour revenir à ça, tu sais, la violence, tu sais, la vision que tu as, l'acceptation de la violence, ben, ça t'appartient. Moi, on partage sûrement pas la même vision là-dessus, ou la même vision de la violence tout le monde, mais tu sais, ce sport-là, t'es pas obligé de l'aimer. Mais moi, pourquoi j'écris ce livre-là, pourquoi j'en parle, pourquoi je le défends, même en étant en retraite depuis 4 ans maintenant, c'est que je veux que ceux qui font ce sport-là aient un respect qui soit accordé à le sport, à l'entraînement qu'il faut qu'il y ait. Tu sais, moi, du patinage artistique, j'haïs ça. Là. Genre, j'aime pas ça regarder ça. Mais je suis pas capable de faire 4 flips dans les airs et tomber sur une lame grosse de même. Oui, on peut respecter une discipline sans l'aimer. Exact. Fait que, tu sais, à place de dire que c'est tous des cabochons puis du monde sans cervelle qui font ce sport-là, la mentalité a changé un petit peu, mais il y a encore beaucoup de préjugés envers ce sport-là. Fait que, on essaye encore une fois de donner une belle image à. Moi, je trouve que c'est pas exactement. Ce serait pas exactement violence le terme, mais ce serait plus de l'intensité. L'agressivité. Ou d'agressivité ou de l'intensité parce que. La façon que j'explique que je vois ça, c'est de la vraie violence, comme moi je le conçois, c'est quelque chose qui arrive dans la vie de tous les jours, qui est peut-être pas motivé, qui surprend quelqu'un, puis qui mettons qu'il y a des séquelles graves. Quand ça arrive dans un sport où, tu sais, là on vient de parler de film, mais tu sais, comme il y a beaucoup de batailles dans un film de Jackie Chan, mais par conséquent, il n'y a jamais de sang non plus. Fait que j'ai de la difficulté à appeler ça de la violence versus une affaire où ce que je sais que je vais regarder, mais là, soudainement, il y a un bras qui est coupé, puis que là, ça a l'air réaliste, puis là, il y a vraiment du sang. Là, je trouve ça plus violent. C'est ça qui devient vraiment violent pour moi versus, tu sais, un sport de combat. Je suis comme... Oui, j'imagine que tu n'as pas le choix de dire que c'est comme une cause peut-être de violence, mais c'est vraiment plus une question d'intensité d'autre chose. Ouais, tu t'en attends d'en voir du sang aussi. Tu regardes ça, je veux dire, tu sais qu'est-ce que tu regardes aussi. Quand tu vas à la plage, tu vas avoir du sable. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est comme tu disais, c'est contrôlé aussi. Vous savez qu'est-ce qui vous attend. Vous êtes dans une cage, là, ça peut pas être plus clair que c'est un espace le monde ne savent clos. Pas, mais il faut tellement passer de tests avant de mettre le pied dans l'octogone, avant de mettre le pied dans un combat. T'sais, on a des tests de tête, tests de sang, on a des tests de yeux aussi. Pour ceux qui ont 32 ou 35 ans et plus, il y a des tests de cœur aussi. Donc, il y a beaucoup de tests médicaux qu'il faut passer avant d'avoir notre licence. Est-ce qu'il y a des tests psychologiques? Non. Parce qu'il n'y aurait pas 700 combattants UFC. J'ai une autre question aussi. On dit souvent qu'en humour, Gabriel, que tout va bien. Mettons, t'es stressé d'aller sur scène, puis après, t'as ton premier rire, t'es comme, OK, là, c'est beau, ça va bien, donc t'es soulagé, le public t'apprécie, puis ça y va. Toi, c'est à quel moment que t'es comme, OK, là, je suis dans ma zone? Est-ce que c'est déjà en rentrant, ou c'est comme en marchant avec ta toune qui passe en arrière? C'est à quel moment que t'es comme dans cette zone-là? La toune, c'est ça, c'est super important, la toune d'entrée, hein, parce que c'est la dernière chose que tu vas entrer, puis que tu vas entendre avant d'entrer, puis c'est quelque chose que tu as choisi, puis vu que tu l'as choisi, tu t'as fait de la visualisation, marcher, donner la main, puis tu sais, sur ce coup de drum-là, il va commencer à avancer. Ah ouais. C'est niaiseux comme ça, mais la toune d'entrée, c'est super, super important pour les combattants. Puis pour moi, c'était ça. Il y en a d'autres que le combat commence, le premier coup qu'ils reçoivent, OK, là, ils sont dedans. Ou le premier coup qu'ils donnent, là, ils sont dedans. Moi, je prenais pas cette chance-là. J'essaie d'être prêt avant de recevoir le premier coup. Puis, attends, mais c'est que, tu sais, mettons, là, on revient à le comparatif avec l'humour. Mais mettons, moi, une journée que je file pas, là, mes enfants m'ont fait chier, je suis en retard, c'est un show qui a été booké dernière minute, ça me tentait pas, je me suis chicanée avec mon chum, je suis pas dedans, peu importe, mais j'arrive, je pèse sa cassette, puis tu sais, je fais mon number, j'ai pas besoin d'être
je sais pas comment le Tant dire. alerte que ça, là. C'est ça, tu sais, je peux faire un numéro que je maîtrise sur le bout des doigts, puis let's go, on y va, il n'y a pas de stress ni rien. Mais je veux dire, toi, une journée que tu t'es chicané avec ta blonde, là, comment tu fais abstraction du monde extérieur Ta mère regarde ou je sais pas trop. pour Là. te mettre dans le mood? Ça vient avec l'expérience, je te dirais. Là, c'est sûr que plus que tu as de l'expérience, moins que de choses à l'extérieur va te déranger la journée d'un combat ou la semaine d'un combat. Je pense que l'entourage est super important aussi. T'sais, faire ce sport-là, j'ai tout le temps dit, il faut que tu sois ultra égoïste pour faire ce sport-là. Pour te rendre à ce niveau-là, il faut que tu sois égoïste, il faut que tu aies du monde autour de toi qui comprenne c'est quoi ta réalité. Moi, ma femme a toujours compris ça, elle m'a toujours épaulé, puis ça a été une grande partie de mon succès, ma femme, à cause que j'ai été capable de m'appuyer sur elle. Elle a compris ma réalité, parce que, c'est ça. Au bottom line, il faut que tu penses à toi. Sinon, tu ne te rendras jamais à un niveau vraiment supérieur. Il faut que le monde autour de toi comprenne ça. Puis c'est comme ça, mais quand tu es en vacances à 100%, puis tu en profites aussi. J'ai pigé un autre sujet de JB Paley qui demande quel objet technologique d'aujourd'hui aurait impressionné le vous de 10 ans? Fait que mettons Quand j'avais 10 ans, une affaire aujourd'hui qui existe, je suis comme what the... Tout, Ouais, mon Dieu. Tout m'aurait impressionné, là. Ouais, parce que ça tout de même... Il y a plein d'affaires qui sont devenues vraiment communes dans notre vie de tous les jours que... Sérieux, moi quand j'avais 10 ans, ok, les années 90, juste le fait que les TV sont extrêmement minces depuis... C'est vrai. Depuis, ça fait comme 20 ans que les TV sont comme... Même plus que ça. Je serais comme... Wow, ils sont rectangulaires maintenant, ils sont plus comme un carré. Je serais vraiment impressionné de ça. Moi, je pense que c'est le tactile. Tu sais, toucher un écran puis que ça bouge, ou toucher un iPad, un iPhone. Quand les premiers iPhones sont sortis, là, moi, je me souviens, je faisais en route dans mon premier gala juste pour rire. Ça commençait à être répandu, mais pas tant encore. Là. Puis je me souviens de Junior Girardeau qui avait un iPhone. Puis il était comme, hey, checkez ça. Puis là, il allumait comme un lighter. Là. Puis là, il faisait ça. Oui, je m'en souviens. Puis la bière que tu faisais comme de même, là. Puis tout le monde était genre, oh shit, c'est tellement cool, je peux-tu essayer? Alors que maintenant, tout le monde a son iPhone, puis c'est plus impressionnant. Fait on oublie à quel point c'est révolutionnaire. Moi, c'est toutes des affaires qui font tout seul, sans que tu aies plus besoin de le faire. Des balayeuses qui se font tout seul. Mon robot dans ma piscine, là, moi, toutes les fois, je le pars, je le regarde travailler. Je suis impressionné. Il manque aucun coin, il fait tout. Ça prend 1 heure, je le laisse là, il fait tout, puis je paye sur un piton, il y revient dans mes mains en plus. Fait que moi, ça même aujourd'hui, ça m'impressionne, puis je suis là. J'imagine que tu dis ça à du monde de 50 ans, il capoterait bien. Ouais, c'est comme dans les Jetsons rendus là, c'est drôle de... c'est ça. Moi, je vais te dire une affaire qui est comme un peu parallèle à ça, dans le sens que j'en ai parlé cette semaine sur Rebania, mon défi cette semaine, c'est que j'ai consulté une conseillère numérique pour qu'elle pimpe mes médias sociaux, genre. Puis, quand j'avais 10 ans, puis j'étais sur MIRC, puis que, genre, Internet est super, genre... Wow, je parle à d'autres gens. Je parle à d'autres gens qui ont des nicknames, puis c'est noir et blanc, puis c'est juste du texte, parce que sinon, une photo, c'est trop downloadé. Que du monde travaille dans Internet, là, que, genre, leur job, c'est soutenir des plateformes pour que les gens comprennent mieux. Ça me fascine. Genre, c'est comme, genre, j'avais su plus jeune... J'aurais peut-être pris cette voie-là à cette époque-là. Là. Ben, tu sais quoi? Moi, je suis rentré en informatique au cégep à Sherbrooke parce que je pensais que ça allait être... c'était l'avenir, mais je savais pas quoi faire. J'étais quand même assez bon au secondaire. Je suis rentré en informatique. Puis, je me suis dit, tu sais, en 99, c'était pas comme aujourd'hui. Je me dis, c'est l'avenir, ça. Finalement, j'ai pas duré très, très longtemps. J'ai fait 2 sessions. J'ai fait d'autres choses. Je suis sorti de ça après. C'était trop compliqué. Mais oui, tu sais, je veux dire, c'était ça. Puis... Je pense ceux-là qui ont flairé cette affaire-là dans ce temps-là, aujourd'hui. Mais le MMA aussi, c'était l'avenir. Fait que t'as bien flairé 2 fois. C'est juste qu'il y en a un qui a continué plus. Si j'étais un prof de ECC, ça serait pas mon choix de carrière. Que je te dirais de faire, là, je te dirais ça serait pas ça partout. Mais en plus, souvent, c'est une question qu'on demande souvent, justement, en tant qu'adulte, qui conseille maintenant ton propre enfant. J'en ai 2, ouais. J'en ai 2, ça. Si un des 2, il voit tes vidéos, puis comme, hey, papa, j'ai envie d'être comme toi plus tard, est-ce que c'est comme yes, ou c'est comme, hey, là, genre les... Écoute, je serais bien mal placé pour vous dire non. Là, c'est sûr que, tu sais, ma fille, on lui fait faire de la gymnastique, on lui fait faire d'autres choses, tu sais. Mais tu sais, j'ai commencé à lui faire du jiu-jitsu brésilien parce que je trouve que les arts martiaux pour les enfants, surtout les arts martiaux qui n'ont pas de frappe,
que ce soit du judo ou des jiu-jitsu brésiliens, ça augmente beaucoup la confiance des enfants parce qu'ils sont capables de contrôler leur corps, ils sont capables de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur corps. Si tu me demandes qu'est-ce que mon enfant devrait faire comme art martial, je vais toujours te dire des arts martiaux qui n'ont pas de contact, pas de frappe, je veux dire. Mais ça, c'est un choix bien personnel. Mais écoute, si puis mon deuxième, c'est un petit gars, il y a 7 mois. S'il y en a un des deux qui me disent qu'ils veulent faire ça... Tu l'as déjà inscrit au taekwondo? Ouais. On va vous pousser au hockey un peu plus. Mais écoute, je serais bien mal placé pour dire non, mais je vais être bien placé pour bien l'encadrer puis pour lui dire la vérité sur ce sport-là aussi, puis de le guider à la meilleure place possible. Tu sais, moi, mes enfants, ils feront bien ce qu'ils veulent dans la vie, là, puis je vais toujours les épauler. Mais il reste que je le compterai pas de mentir non plus. T'sais. Toi, Gabriel, tes enfants s'en viennent des artistes, des sensibles. Ça surprendrait que ça arrive. Là. Mais si, mettons qu'il y a une twist, puis que là, à 10-12 ans, ils tombent sur ces genres de vidéos-là, puis comme, oh my god, un peu, là, ils voulaient regarder Game of Thrones. Là, ça peut changer Il était à un Red Wedding, de tout changer. Là. Ouais, ou il pourrait juste vouloir aller à Bicoline aussi. C'est vraiment plein d'options. Ouais. Mais écoute, moi, mes enfants, on est un peu à la même place. J'ai l'impression, tu sais, moi, mon chum est terrifié que nos enfants deviennent des artistes. Là. Il est comme, non, allez à l'université, faites des études, ayez des vrais jobs. Tu sais, il y a vraiment le discours que t'es surpris qu'un artiste est, là, en fait. Mais... Tu sais, moi, ma mère, c'était pas son rêve, là. Ben non, devienne un combattant. Quand t'étais dans l'armée, elle devait être contente. Non, ben c'est ça, j'ai pas donné de chance. Je suis rentré dans l'armée, après ça, je suis devenu combattant. Ah, tu vas m'achever, là. Mais des fois, il y a des parents, mettons, moi, mes parents, ma menace qu'ils me faisaient, c'est on va travailler dans l'armée. C'est une grosse menace qu'ils faisaient, parce que là-bas, ils placent en général comme faut, puis ils apprennent une base de discipline, une affaire que moi, j'ai tellement besoin, Yannick, je suis tellement rebelle dans la vie. Oui. Fait que, mais toi, comment t'as vécu ça? Des trous dans ton gilet, là. Ouais, c'est rebelle, ça, là. Il n'y aurait pas ça là-bas. Toi, qu'est-ce qui a motivé ton envie d'aller dans ce milieu-là? Ben, c'est parce que je savais pas trop quoi faire, pour vrai. Moi, j'ai tout le temps été dans le sport de haut niveau quand j'étais jeune. J'ai joué au soccer pour l'équipe du Québec. Puis, j'étais un jeune qui bougeait beaucoup. Puis, j'étais bon à l'école parce qu'au secondaire, pour moi, t'as pas besoin d'étudier. T'as juste besoin d'écouter. Puis, t'as de la logique. Tu vas t'en sortir quand même bien. Là, quand je suis arrivé au cégep, on me dit OK, on se voit dans 2 semaines, il y a 15 pages à faire. Je dis, tu me laisses à moi-même pendant 2 semaines. C'est sûr que je ne ferai pas tes 15 pages. Ouais. Oublie ça. Puis que là, j'ai lâché le cégep parce que j'aimais pas ça. Puis là, je me cherchais quoi faire, commençais à travailler dans un bar, beaucoup dans un bar à Sherbrooke. Puis finalement, je suis rentré dans l'armée parce que c'était quelque chose que je voulais faire. Je voulais voyager. J'ai servi en Bosnie en 2002, puis c'était une belle expérience. Puis écoute... Donc, tu as servi en Bosnie? Puis ça a été une super belle expérience de vie, mais je me suis jamais fait casser par l'armée. Puis c'est pour ça que je suis sorti de l'armée. J'ai brisé mon contrat, moi, en 2004. Puis j'étais plus capable, justement, de cette... ça a l'air niaiseux à dire, parce que quand tu rentres dans l'armée, tu t'attends que ça soit beaucoup de discipline. Moi, j'étais plus capable de ça, de la discipline, à mon avis, qui était insensé. Moi, couper mes cheveux ici, je vais pas courir plus vite, tu comprends? Fait que pour moi, j'étais un fantassin. Fait que sur le terrain, j'étais super bon. J'étais un des meilleurs soldats. Mais en garnison, j'étais pourri. Mes bottes étaient tout en salle. Même si j'essayais, même si je m'appliquais, ça marchait pas. J'étais pas capable, j'avais pas l'intérêt pour faire ça. Moi, ma job, c'était sur le terrain. Fait que je le faisais. Mais tu sais, tu me disais, OK, faut que tu te rases à la pioche, puis il faut que tes sourcils, faut que tes favoris soient en haut des oreilles. Ça marchait pas. J'ai eu beaucoup de sanctions disciplinaires à cause de ça. C'est quoi les sanctions disciplinaires dans l'armée? C'est quoi le genre de choses? T'as des amendes, tu peux avoir des tours de garde à la salle où le monde rentre. Personne ne veut faire ça, là, c'est interminable. Des choses comme ça. Mais quand je suis sorti de l'armée, c'est à cause de ça. C'est à cause justement du système disciplinaire, mais c'est ça l'armée. C'est ça pareil. Mais comment tu sors de l'armée? Tu vas juste dans le bureau un moment donné et t'es comme, bon, c'est fini tout le monde. Ben, tu peux briser ton contrat. Je sais plus comment c'est maintenant, mais ça marche tout le temps au contrat. D'habitude, tu as un contrat de 3 ans, après ça, un autre contrat de 6 ans, puis tu peux avoir un autre contrat de 15 ans après. Okay. Le but dans l'armée, c'est de faire 20 ans pour avoir une pension qui est un peu une pension de marde. Je veux dire, tu peux pas vivre de ça quand même si tu as fait 20 ans dans l'armée. C'est pour ça que tu vois du monde qui sont rendus quand même haut gradé, ça fait 30 ans qu'ils sont dans l'armée parce qu'ils savent bien que ils ne savent pas faire d'autre chose parce qu'ils ont fait la même affaire toute leur vie. Mais tu peux pas vivre vraiment d'une pension d'armée aisément. Moi, j'ai une maison qui était dans l'armée très très longtemps, puis genre... Il run sa maison comme dans l'armée, là. Des fois, ça arrive. C'est ça aussi. Puis souvent, surtout dans l'infanterie, il y a beaucoup de power trip. Avec le grade, des syndromes de Napoléon, il y en a beaucoup dans l'armée aussi. Puis souvent, les fans de militaires, souvent, ils ne travaillent pas. Il y en a beaucoup qui ne travaillent pas. Fait que quand
quand l'homme revient à la maison, là, c'est pas la maison de l'homme, c'est la maison de la femme. Fait que c'est elle qui gère la maison parce qu'elle a passé toute la journée dans la maison à faire à manger, à faire le ménage, à élever les kids. Fait que lui, c'est pas sa maison. Quand il arrive au bataillon, par exemple, avec son peloton, c'est là, le power trip, il rentre parce que là, il y a le contrôle de quelque chose. Là. Parce que, genre, je comprends vouloir que. Je veux pas. Tu veux que tes fantassins t'écoutent dans tout, fait que c'est bon de les contrôler dans tout pour qu'ils t'écoutent à un moment donné. Tu sais, si tu joues aux échecs, mettons, puis que faut te sacrifier un pion, ben, faut que ton pion t'ostine pas, là. Ouais. Fait que ça, je peux comprendre, mais vu que le monde se font casser un peu en rentrant, ben, après, tout ce qu'ils veulent, c'est peut-être se venger en montant. Ben, c'est parce que le problème, c'est que, je veux dire, en garnison, c'est une chose, mais sur le terrain, c'est autre chose. Puis si sur le terrain, tout le monde fait pas la bonne chose, il y en a un qui va mourir. Fait que c'est ça qui arrive. C'est deux pensées qui vont peut-être qui sont peut-être contraires, mais sur le terrain, tu peux pas faire tes affaires tout seul. Il faut que tu suives le groupe, il faut que tout le monde travaille ensemble, puis il faut que tu écoutes un leader. Tu peux pas avoir 18 leaders qui disent « Ah non, on va aller là, oh non, on va aller là. » Oublie ça, tu vas te faire chialer, c'est sûr et certain. Mais qu'est-ce que tu es allé faire en Bosnie? Je suis donc bien curieuse. Tu veux-tu en parler? Ou... Oh oui. Moi, je suis allé en Bosnie en 2002 avec, dans le fond, l'armée canadienne. Là, j'ai l'air de bâcher bien gros sur l'armée canadienne, mais ça a été... Tu l'as quitté, genre, moi j'ai écrit un livre complet pourquoi j'ai haï l'Axaria, là. Non, mais tu sais, je veux dire, ça a été une expérience de vie incroyable. Je ne retournerai pas, mais je veux dire, j'ai aucun regret d'avoir fait ça. Mais quand ça brassait en Bosnie en 93, 94, 95, quand il y avait la vraie guerre entre les Croates et les Serbes, ils ont envoyé les casques bleus. Ouais. Les casques bleus, t'es pas supposé d'attaquer ça. Ils sont là pour de l'aide humanitaire, sont là pour aider à reconstruire le pays. Mais en temps de guerre, eux autres étaient placés en plein dans le milieu. Ils se faisaient tirer ses bottes, puis ils n'ont pas le droit de répliquer. Ouais. C'est les casques bleus là, dans la espèce de convention de Genève, tu n'as pas le droit d'attaquer le Croissant Rouge, la Croix-Rouge, tu n'as pas le droit d'attaquer les casques bleus. Tu n'as même pas le droit de tirer sur des parachutistes tant qu'ils ne touchent pas à terre. T'sais, on s'entend en temps de guerre, ils jouent à Duck Hunt, ça tombe. Là. Puis nous, quand on est allé en 2002, on était allé là en tant que béret vert. Fait qu'on avait la baïonnette dans les dents, on était ah ouais, let's go, on y va, on va replacer l'ordre. On est arrivé là, puis il se passait pas grand-chose. La guerre était finie, il y avait quelques petites poches de résistance, mais pas assez pour faire une guerre, pas assez pour qu'on rentre dans un conflit comme tel. Il y a eu des élections que ça a peut-être brassé un petit peu, mais nous autres, notre job, on se promenait dans les villages, puis à un moment donné, on roulait dans les montagnes, à un moment donné, il y avait une maison. Là, comment ils ont fait pour arriver là? Aucune idée. Mais on avait une maison, on amenait du gaz pour leur char, puis ils nous servaient tout à leur café, puis leur Slovovich, l'alcool à 92%, qui sont bien fiers, eux autres qui font ça. Ils donnaient des petits shooters de ça. Et ça goûte genre juste l'alcool? Ouais, exact, mais écoute... Le but là-dedans, ce qu'il faisait, c'est que c'est à toutes les fois que je compte ça, c'est comme irréel, mais c'est la réalité. T'arrivais dans une famille, puis les Canadiens sont super bien reçus là-bas, parce qu'ils sont respectés, parce qu'ils aident beaucoup à la construction du pays, puis ils amènent des choses aux familles, ils amènent du linge aux enfants l'hiver, des choses comme ça. Puis dans le fond, t'arrivais tout le temps, puis t'avais la mère, le père, puis l'enfant gars, s'il y en avait un. Puis là, ils te servaient 2-3 shooters de Slovovich. Puis là, Mané, tu commençais à être un petit peu buzzé. Puis là, Mané, le père, il se lève, il disparaît. Là, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Là, il ramène sa fille qui était cachée dans la chambre. Puis là, il te la présente. Puis là, tu sais, lui, il veut que ta mari, que tu l'aimes, puis que tu la sortes de là. Oh. Fait que, tu sais, il te ramollit un peu avec la Savovitch. Puis après, mais, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais moi, je connais 2 personnes quand j'étais là que ça a marché. Ils en ont ramené. Hey, l'amour est dans Bosnie. Ils ont sorti une émission de télévision. Ils ont sorti, ben, tu sais, en même temps, il y en a qui trouvent que ça a l'air un peu broche à foin faire ça, mais eux autres, c'est l'instinct de survie. Là. Ils veulent que le kids s'en aillent de là. Puis le Canada, pour eux autres, c'est un pays qui est vraiment riche, hein. une place de bourgeois de vouloir juger du monde qui ont vraiment une qualité de vie que nous, on n'a pas. Là. Mm-hmm. Fait que, ouais, définitivement. Puis, y a-tu, mettons, tu sais, dans la vie, quand on part en voyage avec nos amis, whatever, des fois, quelqu'un tombe ses nerfs, puis ça gosse. Mais là, quand c'est ton collègue soldat qui doit avoir ta vie entre ses mains, puis toi aussi, comment est-ce que tu gères les conflits internes ou juste des irritations? Tu sais, on a vu Big Brother célébrité, du monde qui sont mis à pleurer et à crier après. Ouais. Imagine Big Soldat. Tu sais, moi, je suis allé en Bosnie en 2002, mais tu sais, même, moi, ma carrière militaire est allée de 98 à 2005. Puis on avait encore le droit de se taper sa gueule pour régler des problèmes dans ce temps-là. Oh ouais! Je veux dire, on arrivait dans un chaos, ça arrivait pas, ben tu sais, ça se passait là, puis après ça, c'était fini. Tu sais, c'était comme ça se passait. Tu sais, on avait...
c'était connu, puis on avait comme le droit. Il n'y a personne qui allait rentrer un papier de plainte ou un grief parce qu'il s'était fait brasser dans les cases. Ça n'arrivait pas. C'est là que tu as appris à te battre au niveau juste comme du pugilisme ou genre c'était. Non, j'ai fait. Ben, quand j'étais dans l'armée, oui, mais sur mon propre temps. C'est pas l'armée qui m'a appris. C'est pas de défendre les cases. Non, parce que je sais que, mettons, dans la guerre de la Révolution américaine, il y avait tellement de duels entre les soldats du même bord qui perdaient vraiment genre, des hauts gradés sans arrêt parce que quand ils chicanaient, ben non, on va faire tel move, t'es un cave, tu m'as-tu traité de cave? Duel. Puis là, genre, il fallait carrément qu'ils fassent arrêtez de vous battre entre vous autres puis de vous tuer. Parce qu'eux, c'est carrément des duels qu'ils faisaient dans le temps. Fait qu'ils mouraient dans le temps comme. C'est un problème, là. C'est ça. Moi, j'ai passé 6 mois en Bosnie dans un espèce de container à 2 lits avec quelqu'un, là. Puis c'est rendu un de mes meilleurs chums. Je veux dire, on a tellement partagé d'affaires. On s'est vu sur notre pleine grandeur, notre pleine nature. On s'entend pendant 6 mois de temps. Puis tu sais, des fois, on est longtemps à la base. On attend qu'il se passe de quoi. Fait que on se connaît notre vie par cœur. Fait que tu sais, ça, c'est des choses que. Puis tu sais, ce genre d'amitié-là, tu sais, ce gars-là, je peux pas le mélanger avec d'autres super bons amis que j'ai. Tu sais, c'est comme complètement 2 relations différentes que. Personne ne peut comprendre la relation que j'ai avec ce gars-là. On a passé 6 mois en Bosnie dans un bunker ensemble, un à côté de l'autre. Je te dis, c'est des choses que tu peux pas expliquer. Tu vois, genre, moi, j'ai t'en dit qu'au Québec, ramener Love Story, mais Bunker Story, très drôle avec ça. Mais c'est tellement intéressant, je trouve, parce que, tu sais, on entend là, les grandes lignes de, justement, de l'armée qui va intervenir dans tel ou tel pays, mais là, d'avoir quelqu'un qui a été sur le terrain, moi, je trouve ça fascinant, là, vraiment. Mais c'est super intéressant parce qu'on n'a pas accès à ça en général. C'est quoi l'affaire que la plupart des gens ignorent sur la vie, mettons, quotidienne de soldats? Ben, le monde a des maisons. Non, mais c'est vrai, c'est parce que beaucoup de monde qui pense que quand tu es dans l'armée, tu restes à la base puis qu'ils viennent t'inspecter à tous les matins. Ça, c'est au début. Tu sais, quand tu fais ton cours de recrue puis tu as cassé à Saint-Jean, après ça, tu t'en vas dans ton métier, peu importe, que ce soit en Ontario, que ce soit à l'île du Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick ou à Québec. Tu sais, tu peux rester sur la base si tu veux. Il n'y a personne qui va aller faire des inspections. Là. Tu peux avoir une maison, tu peux avoir. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui quand je disais que j'étais dans l'armée puis je disais que j'avais une maison, je disais que je restais pas sur la base, ils ne comprenaient pas. Tu sais, tout le monde pense que tout le monde reste à la base militaire à Valcartier quand tu es à Québec. Puis la réalité, ben, tu te lèves de bonne heure, puis tu s'en vas là, puis souvent, maintenant c'est moins pire, là, mais tu sais, nous autres, l'Afghanistan a changé beaucoup de choses pour l'armée canadienne. Parce que je pense que ça a augmenté les revenus, pas les revenus, mais les dépenses du gouvernement pour donner des ressources à l'armée. Parce que moi, quand j'étais là, dans ce temps-là, on allait tirer du gun une fois par 2 mois, on s'entend. On faisait beaucoup d'exercices d'espionnage, ça coûtait pas cher. On se cachait, on jouait à cachette. Ça, c'était correct. Mais sortir avec les tanks, faire des exercices avec du matériel, c'était pas souvent parce qu'il n'y avait pas beaucoup de budget là-dedans. De la cantine, j'en ai fait quand même assez souvent. On arrivait là, surtout l'été. L'été, il se passait pas grand-chose d'un fois. Fait qu'on arrivait, puis on s'entraînait le matin, puis on restait dans la cantine jusqu'à temps qu'on nous disait s'en aller. D'un fois, c'était à 2 heures de l'après-midi, des fois 3 heures. Peu importe. Mais c'est parce que ça vient par séquence, l'armée. Quand tu te prépares pour un tour, quand à un moment donné, il y a du budget qui se développe. OK, là, go. Puis après ça, ben, ça peut tomber mort pendant un bout. Hey, mais comment tu te sens quand tu te fais dire que tu te fais envoyer en Bosnie, mettons? Est-ce que tu sais déjà combien de temps tu pars ou sont comme c'est 6 mois puis possibilité de renouveler pendant 6 mois? Comment? Non, mais tu sais d'avance. Nous autres, c'était 6 mois. Dans le fond, tu pars 3 mois, tu reviens chez vous ou tu t'en vas où ce que tu veux pendant 3 semaines. Tu as 3 semaines de congé. Puis après ça, tu reviens pendant 3 mois. Mais tu veux, moi, j'étais allé en 2009. J'étais allé en Afghanistan supporter les troupes là-bas. Parce qu'à toutes les années, je ne sais pas s'ils le font encore, mais à toutes les années, le gouvernement du Canada faisait Team Canada. Donc, il envoyait en Afghanistan, à Kandahar, pour supporter les troupes, pour remonter le moral des troupes, des personnalités publiques, des personnalités sportives. Oui, il y avait des humoristes aussi. Exact, c'est ça. McWard est allé. Ouais, exact. Puis, on s'en allait là-bas. Puis ça a donné que c'était mon bataillon qui était là
pendant que moi j'étais allé. Fait que je connaissais beaucoup de monde là-bas. Puis là, j'ai vu que c'était quoi la vraie guerre. Okay. Là, j'ai vu c'était comme les films américains. Là. C'était exactement la même affaire. Le décor, la tension, du monde que j'ai connu pendant ma carrière militaire qui sont complètement plus là. Parce que ça, à tous les fois, ils sortent, ils tuent. Là, je veux dire, c'est complètement une autre histoire. Là. L'Afghanistan, c'était rough. Là. C'est drôle parce que tu es allé en Bosnie en disant « Hey, je veux tirer du monde ». Puis là, après, quelques années plus tard, tu retournes en Afghanistan. Tu es comme « Oh, je sais, c'est ça que je serais devenu. » Écoute, je voulais pas tirer du monde. J'étais prêt à tirer. J'étais prêt à me défendre. Oui, t'étais prêt à y aller. Excuse-moi, je me suis mal formulé. T'étais prête au combat. Ouais. Puis genre, vraiment, t'as vu c'est quoi les conséquences de tout ça? C'était quelque chose. Moi, ça m'a vraiment frappé. Du monde que je connaissais depuis longtemps, les voir, puis complètement avoir le regard vide, là, tu sais, puis à tous les jours, ils sortent, puis ils savent pas s'ils vont revenir, tu sais, parce qu'ils sortent en tank, puis, tu sais, les talibans sont pourris, soldats un à un, mais ils peuvent faire des mines avec n'importe quoi, ils peuvent faire des mines avec de l'engrais de blé d'Inde, je sais pas où ils ont pris ça, mais c'est ça, tu sais, ils font sauter des tanks qui pèsent des 10-15 tonnes. Et le stress doit être... Exact. Puis justement, j'ai posé la question, le stress, vous autres, ils disent, regarde, moi j'étais stressé là, les 3 premières semaines, là, puis après ça, tu peux pas vivre avec ça. Tu sors et tu dis, bah, si j'en reviens, ben, tant mieux. Je dis, bah, ok, ça te prend un détachement quand même assez solide à un moment donné. Tu sais, ça n'a pas l'air optimiste, mais quelque part, c'est le plus grand optimisme possible. C'est comme, ben, si je reviens, c'est cool. Ouais, le détachement là, de la vraie chose. Mon Dieu. Mais je suis curieux, on parle d'être marqué pour la vie. Puis justement, dans tes arts martiaux mixtes, dans tes combats, je suis curieux de savoir, est-ce qu'il y a des moments qui t'ont genre traumatisé ou des choses que tu revis des fois? Tu sais, mettons, des défaites ou même des blessures que tu as déjà eues, t'es comme, ah mon Dieu, des fois ça te revient de temps en temps ou c'est. Ben, non, pas vraiment, mais tu sais, je veux dire, moi j'ai eu ma pire bad luck au pire moment ever. Tu sais, je me suis battu au championnat du monde de l'UFC en 2008. Puis ça allait super bien contre un gars qui s'appelle Anderson Silva, qui est le Wayne Gretzky. Dans ce temps-là, il était intouchable. Personne ne pensait qu'il était battable. Puis ça allait bien. Ça allait bien. Les 2 premiers rounds, ça allait super bien. Puis finalement, au 3e round, mon genou s'est disloqué. J'ai glissé sur le logo au centre de l'octogone. Mon genou s'est disloqué. Puis mon genou il a éclaté. J'ai senti mon petit bas, mon genou venir un à côté de l'autre. Et en plus, juste pour dire aux gens, plus que Anderson Silva, je me trompe pas, aller au 3e round, c'est rare. Là. J'étais le premier à l'amener au 3e round au UFC. Puis là, ton genou, il disloque à ce point-là. Exact. Puis même pas pour un coup, là, dans le sens que c'est tout seul. Exact, j'aurais même mieux qu'il knock. Pour voir. Moi, je m'en aurais pas... Je m'en souviendrais pas, tu sais. Je m'en souviendrais pas, mais... Tu sais, c'est ça. Ça m'a pris du temps avant de faire la paix avec ça. Tu sais, parce que je me dis, tu sais, j'ai travaillé toute ma vie pour arriver à ce que tout le monde veut, avoir un combat de championnat du monde. Je l'ai eu, personne ne peut me l'enlever. Mais c'est comme un unfinished business. J'ai souvent pensé que c'était un unfinished business, puis j'ai souvent eu ça dans ma tête. Puis à un moment donné, ben, je me suis dit, regarde, c'est le passé, je vais m'occuper du présent, puis le passé va se régler par lui-même. Mais longtemps, ça m'a hanté un peu, tu sais, cette affaire-là. T'as-tu tapé à ce moment-là, ou t'as continué un peu, ou t'as comme joué ça? Non, mais je suis tombé à terre, j'étais plus capable de me lever. Là, je veux dire, ma jambe ok, on va pas aller voir ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est une situation où lui-même, il arrive, il est comme, oh! Non, je pense que... non, mais c'est pas... Puis dans ce temps-là, c'était le début des mèmes. Tu sais, c'était le début de ça. Oui. Puis là, Mané, il faisait, avec la vidéo, tu voyais qu'Anderson Silva, il jetait un laser avec ses yeux sur mon genou. Là, je tombe à terre. Il y en a eu plein, là. Mais ça, des fois, tu peux dire, ben, je préfère penser que c'était ça. Que tu utilises ses pouvoirs de laser illégaux pour... Parce qu'il y en a eu pas mal. Ça, c'était bien quand même. C'est fou parce que à un moment donné, à Montréal, moi, Pianic, on est allé voir Monday Night Raw. Oui. Puis un gars de Laval, de notre coin, Sami Zayn, s'est battu contre John Cena pour les Intercontinental. Un match incroyable, vraiment cool. Puis à un moment donné, pendant le match, Sami fait juste yeah avec ses bras, puis il se disloque l'épaule en faisant juste un move aussi niaiseux que ça. Des fois, ça arrive que tu fais un move juste mal fait. Il y a d'autres fois que j'ai été dans des guerres pendant 15 minutes à se taper à coups de pelle dans la face, puis je suis sorti de là, puis j'étais correct. Tu sais jamais, c'est ça qui arrive. Là. Ouais, tu devais penser, mettons, à n'importe quel combat qui était peut-être moins important pour ta carrière, mais qui s'est passé. C'est comme une lettre à la poste, c'est comme, celle-là par exemple, celui-là qui est vraiment important, là, c'est ça qui arrive. T'es-tu sérieux? Là? Mais est-ce qu'ils ont corrigé le logo pour pas que ça arrive après, ou c'est genre encore ça? Ils l'ont tiré. Je vois des combattants qui glissent encore sur le tapis, des choses comme ça. Tu sais, encore une fois, on le dit encore, c'est plus un spectacle sport qu'un sport-spectacle maintenant. Fait qu'ils vont prioriser le logo aux combattants. C'est plate, mais c'est ça la réalité. En plus, moi, il y a beaucoup d'affaires que j'aime pas de la lutte, mais ils m'ont accompagné très jeune, ce qui fait que je deal avec ces mauvais côtés-là, tu sais. Mais la UFC, vu que j'ai pas grandi avec, toutes les affaires de
les combattants en bas de carte sont quasiment pas payés, puis des choses comme ça. Puis quand ils vous traitent, je suis comme, ah my god, ça fait un aura vraiment repoussant pour moi de ce sport-là. Écoute, t'as raison sur plusieurs points là-dessus. Sauf qu'il faut que tu comprennes qu'il n'y a personne qui te force à signer le contrat de l'UFC non plus. T'sais, si tu n'aimes pas les conditions, tu n'es pas obligé de signer. Fait que tout le monde qui sont là sont volontaires. Tu as tout à fait raison que le partage des revenus entre l'organisation et les combattants, c'est ridicule, c'est 9%. Là. On s'entend, c'est pas beaucoup. Quand tu penses qu'aujourd'hui, l'organisation vaut presque 10 milliards, c'est les combattants qui se battent pour 10 000 $ en pré-carte, puis si tu gagnes, souvent tu doubles pas souvent, mais d'habitude, tu doubles ta mise. Fait que tu fais 20 000 $ si tu gagnes. Mais si tu perds, là, tu fais 10 000 $ pour une organisation qui se compare à la NFL et à la NHL. 10 000 $, ça, tu enlèves 30% d'impôts, tu enlèves 10% de ton gérant. Il ne te reste plus grand-chose pour vivre à temps plein, parce que pour vivre à temps plein et à t'entraîner à temps plein, parce que rendu à ce niveau-là, tu ne peux pas avoir une job-in à côté. Il faut que tu consacres tout ton temps à t'entraîner et à devenir meilleur. Fait que c'est dur. Puis si tu fais ce sport-là, si tu commences ce sport-là pour devenir célèbre ou pour faire de l'argent, arrête tout de suite. Moi, mes 5 premiers combats, ça m'a coûté de l'argent. Allez à OD. Allez à OD. Vous allez avoir des followers. Ça marche. C'est ça qui marche en ce moment. Absolument. C'est comme ça. Oui, mais en plus, c'est surtout que mon Dieu, que j'allais dire, parce que tu parlais d'avoir une job-in sur le side et tout, mais j'imagine aussi qu'il faut que tu te remettes. Là, tu peux pas faire 8 combats par semaine. C'est pas une fréquence qui est très élevée de combats. Non, ben c'est ça. Si tu as une bonne année, tu peux faire 3 combats par année. Ouais, c'est ça. Puis en plus de ça, c'est toi qui payes tes tests médicaux. C'est toi qui payes tes entraîneurs. C'est toi qui vas payer. Avoir un camp d'entraînement, ça coûte cher. La nutrition rentre en ligne de compte là-dessus aussi. Des massothérapeutes, des kinésios, des choses faut que tu prennes soin de ton corps, c'est ton outil de travail. Fait que, avant de bien vivre de ce sport-là, ça prend du temps. À moins que tu sois un joyau ou quelque chose de vrai, quelqu'un de vraiment unique qui veut faire de la promotion autour, puis tu es capable de. T'es spectaculaire, tu finis tes combats, puis t'es comme la nouvelle vague qui arrive. Ça peut marcher rapidement, mais la plupart des combattants, ça struggle. Là. Mais toi, ça t'a pris combien de temps avant d'en vivre? Moi, j'ai été chanceux comme tel parce que mon premier combat, je me suis battu contre un gars qui s'appelle Tito Ortiz. J'ai remplacé un gars à 4 jours d'avis dans un main event. Donc, mon premier combat à l'UFC, ça a été le main event à l'UFC 50 à Atlantic City face à un gars qui s'appelait Tito Ortiz, qui était mon idole dans ce temps-là. J'avais sur mon screensaver, j'ai appelé mon chien Tito. C'était vraiment mon... C'est une situation Rocky-esque. Ouais, exact. Vraiment? C'était irréel. Puis à cause de ça, j'ai commencé ma carrière avec quand même un contrat assez lucratif dans ce temps-là. Fait que tu sais, pour vrai, ça a bien été. Mais moi, quand j'ai commencé, les combattants de pré-carte là, faisaient 3 000 $. Ils faisaient pas 10 000, ils faisaient 3 000 $. C'est pas grand-chose. Aujourd'hui, quand tu penses que quand ils ont vendu, les frères Fertiton ont vendu l'organisation à WME et IMG à 4 milliards, puis là, tu t'aperçois qu'il y a des combattants qui font encore 10 000 $ en sous-carte. Tu te dis... c'est cruel de faire ça. Sauf le problème, c'est qu'il n'y a aucune association qui protège les combattants. Non, il n'y a aucune compétition, puis aucune... mettons, Bellator, c'est vraiment pas au même niveau, je pense. D'autres c'est pas le même niveau promotion, niveau, et publicité, c'est budget, pas revenu, la même tout chose. ça. Mais il n'y a pas d'association qui protège les combattants. Dans NHL, tu as l'association des joueurs. Dans tous les sports, tu as des associations des joueurs qui vont se protéger entre eux autres. C'est comme un syndicat. Sauf à la lutte. Parce qu'à cause de Hulk Hogan... Ouais, c'est ça. Pour de vrai, Hogan, il a snitché toute l'affaire Vince McMahon. Tu vois, c'est un peu la même chose au UFC. Parce que si tu veux partir un syndicat, tous les sports professionnels, qu'est-ce qu'ils ont fait? S'ils n'étaient pas contents, ils ont parti en grève. Ils ont fait un lockout. Mais quand tu joues, là, quand tu es dans NHL, ton contrat minimum, tu fais 600 000 par année, tu es capable de survivre pendant peut-être 1 an ou 2 si tu fais attention. Mais si tu fais 10 000 $ par combat, toi, tu veux pas partir en grève pendant un an de temps. Là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas crever. Là. Fait que, personne ne veut partir en grève. Puis les super vedettes qui sont très bien payés, eux autres sont pas intéressés à mettre une partie de leur bourse dans un fonds pour le gars qui ne connaît pas en pré-carte non plus. Fait que, il y en a qui ont essayé, il y en a qui ont essayé de faire partie des unions. Ça n'a jamais marché. Puis j'imagine qu'il y a aussi l'offre et la demande est tellement forte, il y a tellement de monde qui sont prêts à devenir des combattants que la UFC, donne 10 000, mais pourrait donner 0 encore, puis ça... C'est ça, si c'est pas toi, ça va être un autre. Ouais. Je veux dire, c'est tellement contingenté maintenant. Moi, ce que je dis à ceux qui commencent, ceux qui commencent dans ce sport-là, c'est d'utiliser ces 3 lettres-là. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en utilisant ces 3 lettres-là puis en donnant aucun coup de poing. Ces 3 lettres-là sont ultra monnayables quand tu vas voir des compagnies, quand tu vas faire des contrats. Quand tu dis que tu es un UFC fighter, c'est incroyable.
sais, tu vas dire Bellator, tu parlais de Bellator tantôt, qui est le rival principal de l'UFC. Moi, je suis champion du monde de Bellator, qui est très bon. On va dire, good for you. Mais tu vas dire, je me bats sur une pré-carte de l'UFC. Tu vas au UFC. Ces 3 lettres-là sont ultra puissantes. Il faut que tu sois capable de les utiliser à l'extérieur de l'octogone. Oui, c'est. En tout cas, Il faut que tu sois intelligent dans ton marketing. Là. Ben, c'est rendu comme l'utilisation. C'est comme l'affaire principale de travailler comme pour une genre de méga compagnie comme ça maintenant, c'est essayer de l'utiliser, d'en prendre un petit bout pour te faire de l'argent toi-même. Je rentrerai pas dans mes affaires de créateur de comic book. Les gens qui écrivent pour Marvel puis DC, puis la mais tu sais, publisher, puis Dark Horse, c'est l'affaire. Tu crées le personnage, tu crées 50% de Falcon versus The Winter Soldier, mais que Disney te donne même pas 10 000$ quand ils font des milliards avec ça, ça me fait capoter. Ouais, mais c'est le principe, ouais. Non, mais c'est vraiment la même affaire. Ouais. Ça me fait capoter. Mais parle-nous encore, Yannick. Continue, s'il te plaît. Arrête-toi pas là. Ouais, vas-y, 1 minute et 2, là. Je vais dire pour close ça l'émission, mais tu sais, il y a ça qui est sorti sur Disney+, tu sais, Falcon and the Winter Soldier, tu sais, des personnages de Captain America, puis Ed Brubaker, le gars qui a créé The Winter Soldier, qui a créé la version de ce personnage-là, il écrit son infolette. Puis il y a beaucoup de succès dans sa carrière d'auteur et tout ça, mais il se fait demander comme hey, t'es-tu content que le show existe grâce à tes personnages? Puis le show il est vraiment bon, qu'est-ce que t'en penses? Il dit j'ai pas encore écouté ça parce que ça me fait chier. Parce que puis, tu sais, il explique comment, comme, je connais l'acteur qui joue Winter Soldier, il est super cool, il est super fin. Tout ce monde-là sont super fins. Tu sais, j'ai eu plein de conversations avec ces gens-là, mais il y a comme 3 films qui sont basés sur 8 ans de comics que j'ai écrits, puis je reçois juste de l'argent des ventes des livres, qui est il dit, c'est tout de même beaucoup, c'est le fun, puis ça m'a aidé dans ma propre carrière d'inventer mes propres personnages. Par la suite, j'ai beaucoup d'argent, mais l'argent que Disney fait avec ça, il voit rien. Il devrait me flotter quelque chose qui est au moins 6 chiffres, puis c'est de la poussière pour eux autres. Puis, fait que, tu sais, il faisait juste raconter, tu sais, il racontait la fois qu'il a été à la première d'un film qui est quasiment entièrement basé sur des affaires que lui a faites. Lequel? C'est genre Civil War? Ouais, Civil War. Il y a comme 35% de Civil War qui est basé sur une run de comics qu'il a faite. Puis toute l'esthétique de ce film-là est basée sur ses comics. Puis il va au party hollywoodien, mais il y a quand il y a une grosse première d'Hollywood, il y a une salle où il y a toutes les vedettes, puis il y a une salle où il y a les agents, puis les blogueurs, puis tout ça. Puis il dit, je veux pas faire un power trip, mais ils me mettent pas dans la salle où il y a les vedettes. ils disent mes mots, là. Ça devrait être correct. Puis, il racontait comment, encore là, je veux pas avoir l'air amer, mais Ed Brubaker, il a fallu qu'il texte le gars qui joue le Winter Soldier. Il a dit hey man, je suis même pas sa guest list, peux-tu me faire rentrer s'il vous plaît? Il dit ça c'est comme gênant que je sois là dans ma vie. Ouais. Puis je suis comme, tu sais, il dit je comprends les contrats que j'ai signés. C'est pas full d'argent, je comprends ça. Mais là, quand il faut que je fasse la guest list, en plus, faut que j'appelle quelqu'un d'autre. Tu sais, imagine juste dans la vie en général d'avoir appelé quelqu'un pour pouvoir rentrer dans un party. Tu sais, dans le fait que pour les auditeurs, les parties, c'est des affaires. On se rend. On se voyait en personne dans le temps. On se voyait dans le temps, il y avait plusieurs gens. Pas tous les gens étaient invités, puis des fois, il fallait qu'ils fassent des courbettes pour rentrer. Mais il disait juste ça. Il dit c'est crève-cœur en sacrament quand tu penses en plus à l'argent qu'il n'y a pas. Bref. Je continuerai là-dessus, je vais continuer dans 5 minutes. Fait qu'on va terminer. Patrick, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup de merci beaucoup pour ton livre aussi. On va faire tirer, on se rappelle. Écoute, je suis très content. Puis les gens qui te cherchent, ils peuvent te trouver sur Twitter et Instagram, n'est-ce pas? Oui, exactement. Pas de côté MMA sur Instagram. Patrick, petit bord en dessous côté sur Twitter et bien des choses qui s'en viennent du côté artistique de mon côté. Donc, on s'enligne sur une autre branche. Donc, on est super content. Fait que vous allez pouvoir suivre ça sur mes réseaux dans les prochaines semaines. Excellent. Gabriel, on te trouve où? Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Tout est là. Venez vous abonner. Mon balado avec Evelyne aussi. Evelyne et Gabriel font un podcast. Donc, Evelyne Ferron et moi-même, on fait un balado 10 épisodes, un sujet par épisode et Evelyne parle et je pose des questions. C'est vraiment ça le concept. C'est souvent de l'histoire.
Oui, absolument. Oui. Point de vue d'histoire, parce que Evelyne est une historienne. Quand que vous parlez pas j'écouterais. de mécanique de char ou de On parlait pas nuages. du dude de Civil War qu'il faut qu'il texte du monde pour rentrer dans Non. La Non, tristesse non. de Ed Brubaker. là. Peut-être la saison 2, Yannick, peut-être. Sinon, il y a mes live tests du mois sur Instagram aussi, où je refais des tests du mois du Fille d'aujourd'hui. J'achève bientôt parce qu'un moment donné, on passe à d'autres choses, mais ils sont tous disponibles sur mon IGTV sur Instagram. Puis sinon, j'ai fait un humain qui est toujours disponible si vous voulez aller l'écouter. Voilà! Pierre-Luc. Écoute, sur Facebook, mon nom, c'est celui que j'ai dans la vraie vie. C'est celui qui est écrit partout sur mon passeport. Je vais vous le dire tout de suite. Je me doxe moi-même, Yannick. Ouais, mais- tu offres ton nom pour de vrai. Ok, écrivez Pierre-Luc Racine dans Facebook, puis viens liker ma page et abonne-toi à mon Instagram, @Pierre-Luc. Et aussi, le 12 mai sort mon livre « Comment lâcher sa job de boîte » et, entre parenthèses, essayer de vivre de ses rêves. Ça raconte de mon parcours de changement de job et j'en ai des trucs dedans, comme quand tu veux t'orienter et puis tout. Et il va bientôt arriver en pré-vente, bientôt. Fait que abonne-toi à mes affaires, je vais mettre les liens partout. Puis viens voir ça, ça va être le fun. Vous pouvez voir mes illustrations dans ce 10 livres. Oui, c'est vrai, une Dans belle ce 10 livres. collaboration. Mais aussi, vous pouvez me suivre à Yannick Belzil sur Instagram où il y a des dessins que j'ai faits que vous pouvez me commander ou juste les regarder. Là. Vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Aussi sur Facebook, à Yannick Belzil, cartooniste robuste. On aimerait ça remercier les braves gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement. Allez voir leurs beaux jeux, qui font des beaux jeux faits à Montréal, dont Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge qui s'est annoncé, qui va sortir en 2021 Sur la Switch. sur la Switch. Et fait que c'est ça, allez liker les trucs de Tribute et allez acheter leurs autres jeux. En allant aussi, on remercie Club Date de nous héberger physiquement. C'est vraiment le fun. Venez ici lorsque on va avoir le droit. Ça va être le fun. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière! Bye!